Une vingtaine de personnes sont toujours en détention gardée à vue au Cameroun après une audience publique au Conseil constitutionnel sur le contentieux préélectoral. Un collectif des avocats dénonce cette détention et rappelle qu'il y a des malades parmi les accusés. Les détails à retrouver dans ce journal. Et puis nous irons au Madagascar qui accueille le 45e sommet de la communauté de développement de l'Afrique australe. Une rencontre centrée sur la coopération régionale de l'exploitation minière. Nous y reviendrons également en détail dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tchad Info TV au Cameroun, 10 jours après une audience du Conseil constitutionnel portant sur la présidentielle du 12 octobre 2025. Une vingtaine de personnes sont toujours en détention, gardées à vue selon le collectif d'avocats Sylvain Sop. Il y a environ 54 personnes qui ont été placées en garde à vue, assurées quelques jours plus tôt à nos confrères de RFI, Maître Hippolyte Méli. Ce vendredi, il affirme qu'il y a des malades parmi ces personnes et s'inquiète de leur sort. Au Cameroun, 10 jours après l'audience publique du Conseil constitutionnel sur le contentieux préélectoral, une vingtaine de personnes sont toujours en garde à vue. Selon le collectif d'avocats Sylvain Sop, elles ont été interpellées dans la rue, des restaurants ou commerces. Parmi elles, un militant du mouvement Stand Up for Cameroun et plusieurs du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Le collectif dénonce une situation floue. Les gardes à vue administratives ont été levées, mais les détenus ne sont pas tous libérés. Certains sont malades sans soins. 2 cas inquiètent particulièrement, un commerçant et un autre détenu introuvable depuis leur arrestation. Selon l'avocat Hippolyte Méli, les familles restent sans nouvelles et les visites d'avocats se heurtent à des refus. Ce climat intervient alors que le 5 août, le Conseil constitutionnel a rejeté la candidature de Maurice Kamto à la présidentielle du 12 octobre. 12 candidats sont en liste, dont le président Paul Biya, au pouvoir depuis 43 ans, et qui brigue un 8e mandat. Madagascar accueille le 45e sommet de la SADC, la communauté de développement de l'Afrique australe, avec un mot d'ordre, la coopération régionale, notamment sur la question des minerais critiques. La région dispose d'un immense potentiel en la matière, mais peine à exploiter ses ressources, faute de coopération entre les pays. À Madagascar, le 45e sommet de la communauté de développement de l'Afrique australe met la coopération régionale au centre des débats. Un enjeu majeur, les minerais critiqués, indispensables aux énergies renouvelables, lithium, manganèse, cobalt. L'Afrique détient près de 30% des réserves mondiales. Pourtant, dans les pays de la SADC, la transformation locale reste marginale. Seulement 2% sont traités sur le continent. Pour l'ONG, publier ce que vous payez, ce manque à gagner se chiffre à plus de 24 milliards de dollars de PIB chaque année. La solution passerait par une coopération renforcée pour partager infrastructures, électricité et savoir-faire, créer des emplois et développer les énergies propres. Mais l'ONG met aussi en garde. Cette ambition doit s'accompagner d'un code d'investissement protégeant les droits des communautés locales. En Côte d'Ivoire, la commission électorale indépendante CEI a informé jeudi 14 août les partis politiques que les élections législatives se tiendront le samedi 27 décembre. Cela s'est produit au cours d'une réunion d'échange d'informations. Mais à peine annoncée, cette date suscite déjà des débats. En Côte d'Ivoire, la commission électorale indépendante, la CEI, veut organiser les législatives le 27 décembre prochain. Une date choisie pour rester dans le calendrier puisque le mandat actuel des députés expire le 31 décembre 2025. La CEI promet de faciliter l'accès aux documents administratifs afin que les candidats puissent déposer leurs dossiers sans obstacle. Mais la proposition ne convainc pas l'opposition. Au sein du Front populaire ivoirien, on réclame la révision de la liste électorale pour permettre aux jeunes et nouveaux électeurs de s'inscrire. Même scepticisme du PPACI, le parti de Laurent Gbagbo. Krizoa Anagaman, secrétaire général adjoint, y voit une manœuvre. Est-ce vraiment pour organiser des élections apaisées ou pour créer la chienlit dans le pays? Selon lui, les décisions de la CEI sont impopulaires, illégitimes et désormais illégales. Face à cette critique, le président de la CEI, Ibrahim Koulibaly Kubière, rappelle qu'une révision de la liste électorale vient d'avoir lieu il y a 3 ou 4 mois à peine. Il souligne que la participation a été faible malgré une campagne nationale, des déplacements dans les régions et même la gratuité de certains documents.
Où étaient ceux qui affirment aujourd'hui que des millions d'Ivoiriens ne sont pas inscrits, s'interroge-t-il. Au-delà du débat technique, l'enjeu est politique. Les élections législatives détermineront l'équilibre des forces à l'Assemblée nationale à un an de la présidentielle prévue en 2026. Le gouvernement doit désormais trancher, valider ou non la date proposée par la CEI. Des manifestations ont éclaté le jeudi 14 août au soir dans plusieurs villes de Serbie, faisant des dizaines de blessés parmi les manifestants anticorruption et la police. Une deuxième soirée de violence consécutive au terme d'un été déjà politiquement tendu en raison d'une immense défiance de la population face au pouvoir en place. En Serbie, le climat politique s'embrase. Depuis mardi, des violents affrontements opposent manifestants anticorruption, forces de l'ordre et partisans du président Aleksandar Vučić. Tout a commencé dans la petite ville de Vrbas, dans le nord, à l'appel d'étudiants dénonçant la corruption et l'autoritarisme du pouvoir. Les cortèges se sont dirigés vers les locaux du parti progressiste serbe au pouvoir, dont 2 permanences ont été saccagées. Les tensions se sont rapidement propagées aux grandes villes, Belgrade, Novi Sad, Nice, Kraljevo. Pierre, gourdins, fusées d'artifice. Les partisans du président ont attaqué les cortèges, parfois sous les yeux d'une police qui n'est pas intervenue. À Belgrade, les manifestants ont visé les sièges du gouvernement et de l'état-major de l'armée, ainsi que des locaux du parti au pouvoir. Cette fois, un imposant cordon de la police anti-émeute les a tenus à distance. Plus tard, des engins pyrotechniques ont été lancés contre des sympathisants du CNS, repoussés par les forces de l'ordre. Jeudi soir, à Novi Sad, des manifestants encagoulés ont brisé les vitres d'un local du CNS avant de le recouvrir de peinture et d'œufs. 2 autres locaux ont été dégradés. La télévision nationale serbe rapporte que la police a finalement dispersé la foule. Ces scènes traduisent une colère profonde contre le régime de Vučić, accusé de dérives autoritaires. Pour l'instant, aucune annonce officielle sur un éventuel dialogue ou apaisement. Les observateurs redoutent que la contestation ne s'installe dans la durée. Donald Trump et Vladimir Poutine se retrouvent vendredi 15 août en Alaska. Leur dernière rencontre remonte à 2019 lors du G20 à Osaka. Le président américain dit vouloir avant tout écouter son homologue russe qu'il a appelé de nombreuses fois depuis son retour à la Maison-Blanche et avec lequel il dit entretenir de très bonnes relations. Une entente qui ne date pas de l'arrivée de Poutine au pouvoir. Depuis plusieurs décennies, Trump maintient des rapports particuliers avec la Russie. Donald Trump et la Russie, une histoire qui commence en 1987. Cette année-là, l'homme d'affaires américain et son épouse Ivana, née en Tchécoslovaquie, sont invités à Moscou. Selon des experts du renseignement, Trump est déjà surveillé depuis plusieurs années par le KGB, le service de renseignement soviétique. Son objectif affiché, construire une Trump Tower à Moscou. Un mois après ce voyage, hasard ou coïncidence, il publie dans la presse américaine des tribunes critiquant l'OTAN, une position qui ne régnera jamais. 3 décennies plus tard, en 2016, la question des liens entre Trump et la Russie refait surface. Une enquête du département de la justice américaine confirme une ingérence russe dans la présidentielle. Des contacts répétés ont eu lieu pour recevoir des informations de la Russie susceptibles de nuire à sa rivale démocrate Hillary Clinton. Trump remporte finalement l'élection du 8 novembre 2016 avec moins de voix populaires mais davantage de grands électeurs. Il succède à Barack Obama. Dès lors, les soupçons persistent. Certains le considèrent comme un simple contact du Kremlin depuis les années 80, d'autres comme un agent d'influence du KGB. Trump lui nie toute coalition. Ce qui est certain, c'est ce que ses proches avocats conseillers ont entretenu, des liens étroits avec la Russie. Une relation complexe, faite des projets immobiliers, des positions géopolitiques favorables à Moscou et d'une proximité politique qui continue d'alimenter le débat aux États-Unis, surtout à l'approche d'une nouvelle élection présidentielle. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur Tchad Info TV, votre chaîne d'information.